Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Delanchir, qui est directeur général de NetApp France. Guillaume Delanchir, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on commence toujours cet entretien par un sujet d'actu qui vous a interpellé, comme on dit, la semaine passée ou les semaines passées. Est-ce qu'il y a un élément qui a retenu plus particulièrement votre attention? Alors, c'est plus que la semaine passée ou les semaines passées, mais c'est toute la période qu'on vit et qu'on vient de vivre depuis 2 ans, qui reste quand même une période d'accélération incroyable de la digitalisation. On a une étude de McKinsey qui dit qu'on a comprimé 5 années de digitalisation pour les entreprises en 5 semaines lorsqu'il y a eu le passage en télétravail il y a à peu près 2 ans. C'est un taux de compression que vous ne faites pas sur vos bêtes de stockage. Pas encore. Mais on vit une accélération folle et on vit un moment tout à fait particulier. Je pense qu'aujourd'hui, 100% des entreprises ont conscience intimement que la digitalisation doit être au cœur de leur stratégie, quel que soit le secteur d'activité. Donc on voit, et on le constate au niveau de notre secteur d'activité en informatique, beaucoup d'acteurs investissent énormément dans les infrastructures. Il y a l'émergence du cloud. On a de plus en plus de sociétés qui optent pour des clouds externes et souvent avec aussi une stratégie de cloud hybride, multi-cloud. Et on voit des acteurs, alors je peux vous citer Equinix qui ouvre son 10e data center à Paris, je peux vous citer OVH qui renforce aussi ses infrastructures et qui investit d'ailleurs sur NetApp pour lancer très prochainement un service NetApp. On a 3DS Outscale également qui investit massivement dans ses infrastructures. Donc on voit une tendance générale au niveau des services providers, que ce soit les gros services providers ou même les plus petits. On a des sociétés comme ARDcom par exemple dans les Hauts-de-France, ou bien une société comme Keops Technologies dont le siège est à Bordeaux, où ces acteurs se renforcent considérablement, offrent des services managés qui débordent un petit peu des services traditionnels. Donc vous avez les gros acteurs type Microsoft, Google, Amazon qui ont des services très industrialisés, et des acteurs français qui ont des services qui sont évidemment de plus petite taille, mais qui s'industrialisent également et qui finalement offrent du cloud public. Et alors, quand vous discutez avec vos collègues internationaux de NetApp et que vous comparez un peu, je dirais, cette avancée vers la transformation numérique, comment vous jugez les entreprises françaises par rapport aux entreprises étrangères? Alors, je pense que les entreprises françaises sont très dynamiques. Hein. Quand on voit le tissu des entreprises françaises, quand vous prenez des groupes comme AXA, L'Oréal, ou bien même des plus petites sociétés, on a en France quand même un ADN très fort au niveau de la French Tech, avec tout un écosystème d'entreprises. On a énormément de cerveaux en France qui ont beaucoup d'idées, etc. Donc on est très dynamique. Après, je pense que les tendances qu'on voit au niveau de la digitalisation en général, on les retrouve dans tous les pays, et je pense qu'on est assez uniforme. Alors bon, on pourrait dire que les raisons qui ont abouti à ce résultat qui est très significatif, ce sont pas de bonnes raisons, malgré tout. On s'en serait bien passé, mais enfin le résultat est celui-là. Et l'autre remarque, c'est de dire, si on n'avait pas eu tous ces moyens numériques, comment on aurait fait il y a ne serait-ce que 10 ou 20 ans. Très bien. Alors, si on parle plus particulièrement de NetApp, puisqu'on est là pour ça, une première question d'actualité, vous avez annoncé il y a quelques semaines donc une nouvelle baie de stockage, AFF 900, et puis qui est mise en œuvre, motorisée par une nouvelle version de ONTAP. Est-ce que c'est juste, je dirais, la continuité dans l'amélioration des produits, ou est-ce que c'est un petit peu plus de ça, et qu'est-ce que ces deux produits apportent de spécifique? Alors, en fait, quand on voit la stratégie de NetApp, c'est d'adresser un marché qui se veut résolument hybride. Donc, quand on voit notre gamme traditionnelle de hardware avec notre OS ONTAP, on a différents produits qui répondent à différents besoins. L'A900 répond à un besoin de haute performance, full flash, avec des caractéristiques un petit peu particulières au niveau ransomware. On a mis en place tout un tas de mécanismes supplémentaires de protection de données et qui permettent à nos clients à la fois de gérer d'éventuelles attaques, de gérer par exemple des comportements inhabituels par rapport aux comportements traditionnels. On a des mécanismes de réplication qui sont instantanés, synchrones. On est capable d'avoir des copies qui sont inaltérables. Enfin, on a énormément de sujets qui ont été apportés. Donc ça, c'est la stratégie de NetApp, clairement d'avoir sur notre business historique, je vais dire, on aide nos clients à moderniser leur data center. Donc clairement, ça passe par de la modernisation, mais également de la préparation au sujet cloud. Et on a une stratégie qui est hybride. Donc on a également énormément
énormément d'investissements qui sont des investissements faits autour du cloud. Donc, vous citiez CloudCheckr ou Spot, sont des produits qui sont des produits non pas pour gérer du stockage, qui n'ont rien à voir avec du stockage, mais qui sont des produits pour adresser les problématiques de gestion d'infrastructure chez les Google, Microsoft, Amazon. D'accord. Donc, pour répondre à la question, vous diriez que c'est une évolution normale de l'amélioration de la technologie avec l'intégration d'éléments complémentaires pour en faire des offres spécifiques. C'est un petit peu ça que vous êtes... Absolument. En fait, toute notre gamme évolue vers une logique de cloud hybride. Donc, notre gamme traditionnelle on-prem est tout à fait connectable nativement avec les environnements cloud des hyperscalers. On a aujourd'hui une particularité, c'est qu'on est le seul acteur à avoir des accords quelque part OEM avec Google, Microsoft, Amazon, ce qui signifie que lorsque vous achetez d'une étape on-prem, si vous êtes client Amazon, vous avez un service natif Amazon qui s'appelle FSx for ONTAP, et qui est un service que vous pouvez piloter à partir d'une console, et vous pouvez avoir des systèmes de backup, des réplications, énormément de solutions pour utiliser à la fois vos applications chez vous dans vos data centers, et également chez Amazon. On a la même chose avec... Très bien. On en reparlera un petit peu plus dans le cours de cet entretien. Vous êtes, au départ, vous étiez un fournisseur de stockage, de baies de stockage, donc commencé par le NAS, et puis aujourd'hui vous présentez comme un storage cloud, un fournisseur de storage cloud, donc stockage sur le cloud avec des fonctions complémentaires. Et évidemment, je dirais que l'objectif final de tout ça, sachant que il y a pas de fin en fait, ça peut évoluer en permanence, c'est une cible mouvante, mais l'objectif c'est de faire en sorte que les données puissent comme ça évoluer de manière extrêmement fluide de votre data center, d'ailleurs sans même se préoccuper où elles sont. Dans cette évolution, si on a une échelle de 1 à 10, vous diriez que où est-ce qu'on en est dans cette espèce de fluidité globale? Et alors, vous avez un peu répondu déjà à la question, mais on parlait de CloudCheckr, mais vous aviez annoncé l'achat d'autres entreprises, on va mentionner Spot, donc qui sont des fonctions complémentaires. Et donc, c'est ça l'objectif que vous proposez à vos clients, de dire que effectivement il va falloir pour le cloud, c'est pas seulement d'avoir la possibilité de stockage sur le cloud, c'est que tout ça il faut le gérer, il faut le piloter, il faut le surveiller, il faut le mesurer, il faut l'améliorer, il faut savoir combien ça coûte. Donc toutes ces fonctions là, vous allez les intégrer au fur et à mesure, c'est un peu ça. C'est exactement ça. On a en fait quelque part, on a un objectif de s'affranchir des contraintes physiques d'infrastructures traditionnelles qu'on connaît, et on veut offrir à nos clients la liberté d'exploiter leurs données, quels que soient les environnements, de façon à avoir la bonne donnée au bon moment, avec le bon niveau de performance et le bon niveau de sécurité. Donc si on résume ça sous-entend tout simplement répondre à des besoins qui sont de continuer à avoir des besoins on-prem, parce que certaines entreprises ont fait des choix de ne garder que des infrastructures qui leur sont propres, elles créent parfois leur cloud privé, et également d'avoir la liberté de pouvoir avoir des backups, des réplications, tout ce que vous voulez, des mises en œuvre de plans de continuité d'activité, par exemple, en cas de défaillance quelconque d'un système, dans un environnement qui est redondant et qui est externe à l'entreprise. Donc finalement, l'idée, c'est vraiment de gérer la data où qu'elle se trouve, avec un niveau ultime de fiabilité et de sécurité. Alors, tel que vous l'énoncez, c'est simple, mais dans la réalité, c'est un peu différent. Il y a toujours des problèmes à résoudre. Et justement, sur cette échelle de 1 à 10, vous diriez qu'on en est où dans cette espèce de cheminement? Alors, c'est difficile de répondre, parce que l'échelle ne va peut-être pas jusqu'à 10, mais elle va peut-être jusqu'à 100. Donc, je pense qu'on on va dire qu'on est à 7 sur 10, je pense. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est praticable par les clients de manière sans s'arracher les cheveux. Absolument. Je peux vous donner un exemple. Oui. Vous avez la société Carrefour, qui a une stratégie Move to Cloud. Donc Carrefour a annoncé qu'ils avaient l'ambition de ne plus avoir de data center leur appartenant à échéance 2026. Donc Carrefour travaille avec les technologies NetApp, donc il y a une logique de fermer les data centers. Donc je vais vous donner un exemple. Carrefour a fermé un data center complet et a géré. Excusez-moi, je crois que j'ai j'étais en mode avion. Carrefour a géré donc la migration complète d'un data center en 4 mois. Donc entre le moment où le projet a démarré et le moment où le data center complet était migré chez GCP, il s'est passé 4 mois. Oui, ils ont fait une présentation de leur stratégie numérique il n'y a pas très longtemps, donc ça en fait partie. Et donc ils vont tout mettre sur le cloud public pour le coup, eux.
C'est leur stratégie. C'est leur stratégie. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont parties dans cette voie-là. Oui, absolument. Et parmi vos clients, ça se répartit comment entre ceux qui se disent bah non, on a quand même des données qu'on veut garder dans nos data centers pour des raisons X ou Y, et puis comment ça se répartit à peu près. Et vous, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces clients-là, ou est-ce qu'en fait c'est leur prérogative, leur choix, et vous vous adaptez à ça? Alors, on n'a pas de conseils à donner sur la stratégie cloud de nos clients. Ce qu'on sait, c'est qu'en fonction de la typologie des sociétés, vous avez des sociétés qui ont des choix qui pour des raisons qui leur appartiennent, de ne garder tout en propre. Beaucoup de sociétés, alors on a quand même fait quelques sondages auprès de nos clients, et 91% de nos clients ont une stratégie cloud. Ça veut dire que 91% de nos clients ont certaines typologies d'applications. Alors c'est très variable, on peut avoir ce qu'on appelle des move to cloud ou des lift and shift. Donc certaines applications sont déportées vers le cloud. D'autres clients font le choix d'avoir uniquement certaines typologies d'applications pour les nouvelles applications développées dans le cloud. Donc on a un petit peu tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que 91% de nos clients ont une stratégie cloud, et sur ces 91%, 89% ont une stratégie multi-cloud. Ce qui signifie que nos clients souhaitent ne pas juste avoir une alliance ou un partenariat avec un seul acteur externe, mais plutôt deux. Très bien. Vous avez annoncé il y a 2 ans, je crois, votre stratégie Keystone. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs qui sont allés dans cette voie-là, et qui évidemment colle assez bien avec l'idée du cloud et l'idée on n'achète plus des produits, mais on s'abonne à des solutions pour répondre à des besoins qui sont très fluctuants. Où est-ce que vous en êtes dans l'acceptation de cette offre chez vos clients? Est-ce qu'il y a eu une réponse massive, ou est-ce que là pour le coup, de la même manière, est-ce que vous avez tendance à pousser un peu les clients dans cette voie-là, ou est-ce que vous attendez de voir et vous répondez exactement à ce qu'ils souhaitent faire à un moment donné? En fait, vous avez dit, alors nos clients ont soit des stratégies d'investissement, soit des stratégies donc du capex, soit de dépenses au long cours en opex. Donc on répond à un besoin d'opex. Le principe est de dire, avant que vous achetiez votre baie, par exemple, vous souscriviez un service chez un acteur cloud, si vous souhaitez avoir un modèle où vous allez avoir finalement de la flexibilité et de l'élasticité, vous pouvez souscrire. Finalement, la proposition de valeur, ça n'est plus vous achetez en capex une volumétrie avec un niveau de performance, un produit, vous achetez finalement juste un SLA, donc vous souscrivez à un SLA, donc un niveau de service que nous garantissons sur de la disponibilité de volumétrie et de la performance pour un coût qui est un coût mensuel. Donc on est dans un modèle un petit peu différent, avec une certaine élasticité, donc on peut très bien consommer beaucoup à un moment donné et puis réduire à un autre moment, et c'est finalement transparent, et c'est un paiement à l'usage finalement. Et donc c'est pas un peu comme les fournisseurs de communication mobile, où il y a un engagement de 24 mois, où en gros vous avez un prix au départ très attractif, et puis vous engagez sur 24 mois, et puis au bout de 24 mois ça triple. Non, on fait les choses simplement, donc il y a un minimum tout de même, mais on fait les choses simplement. Et alors, est-ce que, par exemple, on prenait le cas tout à l'heure de la baie AFF 900, ça veut dire que finalement, à terme, parce que je suppose que c'est pas encore le cas, mais à terme, on n'achètera plus de baie AFF 900. On achète un besoin, et après, on voit si pour ce besoin, il faut la baie 700 ou la baie 900, et donc, finalement, le fait de passer de l'un à l'autre, pour l'utilisateur, c'est totalement transparent, c'est pas son problème. C'est l'idée à terme. C'est l'idée à terme. Alors ça, c'est l'idée à terme, c'est ça. Et alors le terme, c'est quoi? C'est combien de temps? Alors en fait, on a démarré l'offre Keystone dans certains pays un petit peu avant la France. Oui. Donc j'ai pas d'échéance à vous donner précise, mais on voit aujourd'hui un intérêt chez beaucoup de nos clients pour évaluer justement les différentes options, et on commence à engager avec des clients qui vont justement transitionner. Donc là en France, ça démarre en fait. Oui, ça fait quelques mois que le service est disponible. D'accord. Et vous avez déjà des clients significatifs qui ont répondu? On a des clients, je peux pas citer, mais on a des clients. Très bien. Et ça, c'est finalement indépendamment du mouvement sur le cloud. C'est-à-dire que je peux faire ça dans mon data center, ou je peux faire ça sur une offre dans le cloud. Finalement, les deux choses sont décorrélées. Sauf que ce mouvement, il a été un peu impulsé par cette
idée de cloud où on avait la possibilité de répondre à un besoin à un moment donné et de le faire fluctuer en fonction d'un certain nombre de... Oui, mais la promesse du cloud, c'est d'apporter un service. Finalement, le cloud, d'une façon générale, c'est apporter un service avec un niveau de qualité de service. Donc vraiment, le SLA est très important. Donc on souscrit à un service pendant un moment donné avec des fonctionnalités. Ça veut dire que quand même pour le fournisseur, donc vous en l'occurrence, ça nécessite beaucoup plus d'ingénierie financière pour être capable d'intégrer tout ça de votre côté, parce qu'en gros, avant c'est le client qui devait faire ça, et c'était du capex, il devait acheter et puis il devait savoir dans ses budgets comment ça fonctionnait. Maintenant le déport il est un peu sur vous, donc il y a cette fonction financière qui est plus importante parce que votre activité doit être profitable évidemment. Évidemment, bien sûr, mais nous et les partenaires, on a des partenaires en fait qui souscrivent. À Keystone, donc on a des accords qui ont été signés, je peux citer Scasicomp, qui a signé un accord avec NetApp pour offrir justement de façon très élastique du Keystone à ses clients. Dans les partenaires, vous avez Arrow et Tech Data, je crois. Alors on a un distributeur absolument. Est-ce qu'ils ont tous signé Keystone? On est en discussion. Ah, d'accord. Donc tout ça, donc ce sera pour la prochaine fois quand on va recevoir à nouveau. Il y a un autre élément important qui avait été lancé et puis qui correspond à votre stratégie de storage cloud, fournisseur de storage cloud, c'est que vous aviez déjà des accords, et vous avez déjà un peu répondu à la question, mais c'est intéressant de la compléter. Vous aviez déjà des accords avec les trois grands. Les trois grands, c'est AWS, Microsoft et puis Google. Donc ça, très bien. Est-ce que je pense que tout le mouvement autour de Gaia X, le cloud souverain, cloud de confiance, n'est pas étranger. Pour vous, est-ce que vous suivez ça de très près et est-ce que vous avez des accords avec des fournisseurs franco-français, on va dire, ou même européens? Oui. Alors, donc on travaille en fait effectivement avec les trois groupes que vous avez cités, qui sont massifs. Donc on est quelque part en OEM chez eux. Donc vraiment ils utilisent nos technologies et commercialisent eux-mêmes les services qui sont des services NetApp. Donc ce qui est très intéressant pour nous, c'est que la logique, c'est que nos clients peuvent choisir d'acheter du NetApp en direct ou de souscrire un service chez Microsoft, Amazon ou Google, et de façon totalement transparente. Et nos clients peuvent piloter, on a une console qui s'appelle Cloud Manager, piloter toutes les instances et créer des réplications à la volée de façon graphique dans un data center, dans l'autre, chez un fournisseur, chez un autre, etc. Les choses évoluent. Donc ça, on a ces accords avec les gros. Mais alors, justement, et avec les petits aussi, avec les acteurs locaux petits, aussi. Mais pour les deux d'ailleurs, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que si vous avez, si AWS a souscrit un service, donc ça veut dire que dans son propre cloud, il a installé vos machines. Est-ce que d'ailleurs il les a installées en souscrivant un abonnement ou est-ce qu'il les a achetées entre parenthèses? Est-ce que c'est lui qui les installe ou est-ce que comment ça fonctionne concrètement? Alors déjà ces sujets massifs au niveau des gros acteurs se sont traités aux États-Unis, mais vous avez aujourd'hui une offre avec par exemple vous avez Atos qui travaille avec GCP. Oui. Vous avez du NetApp en fait. Donc ce sont des accords globaux qui sont signés aux États-Unis qu'on opère en France. Donc Atos travaille avec Google sur une base de matériel NetApp. Donc toute l'offre bare métal d'Atos de Google géré par Atos et du NetApp. Donc, ce qui est intéressant pour nos clients, c'est que, quel que soit leurs environnements, il y a une interopérabilité native qui est créée, et finalement, ils travaillent avec les contrats de chacun des prestataires. Donc, NetApp pour du on-prem, Atos pour les services managés, ou Google directement avec leurs contrats. Donc, ça veut dire qu'ils achètent vos machines et ils les installent dans leur propre data center, et qu'ils revendent le service autour de ces machines à leurs propres clients. Alors, je connais pas vraiment les détails du partenariat. Il y a de l'acquisition, peut-être qu'il y a du matériel qui est donné par NetApp et il y a une rémunération en contrepartie de l'usage. Enfin, là on est j'ai pas du tout les détails de l'ingénierie financière, mais habituelle. Des alliances. Mais... et alors, donc ça c'est les grands. Est-ce que vous avez des accords existants ou en cours avec les franco-français d'ailleurs, est-ce que vous êtes dans Gaia X? Alors, on n'est pas partie prenante de Gaia X, mais on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se fait sur Gaia X, sachant que vous avez des acteurs comme 3DS Outscale, qui a été très récemment certifié SecNum Cloud, donc, qui est un visa qui est proche de l'esprit de Gaia X, puisque ça touche à un certain niveau de sécurité. C'est une accréditation qui est extrêmement difficile à avoir. Donc, on travaille avec Outscale sur ces sujets-là. C'est le seul parmi cette... Non, alors après on a OVH également, OVH est en train de travailler une offre qui est en version bêta pour le moment, qui sera commercialisée prochainement sur une offre spécifique avec NetApp.
Et puis après, on a les acteurs que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont des ARDcom dans les Hauts-de-France, ou bien Keops à Bordeaux, Jaguar Networks dans le sud de la France à Montpellier. Donc on a effectivement un ensemble d'acteurs qui sont très dynamiques sur ces sujets-là. Mais la tendance de fond est tout de même de se poser la question de l'interopérabilité et de la réalité du cloud hybride. Il y a une grande différence entre j'ai mon on-prem et puis j'ai un fournisseur qui a quelque chose sur la marketplace d'un hyperscaler. On peut acheter des produits sur une marketplace, mais ça n'a rien à voir avec un produit qui est vendu, qui est commercialisé et supporté par l'hyperscaler, tout en garantissant une interopérabilité complète en fonction des environnements. Oui, et donc tous ces gens-là, ça veut dire qu'ils ont installé vos propres machines dans leur data center. Ouais. Et alors, alors c'est vous qui devez veiller au fait qu'il y ait cette interopérabilité entre les différents services proposés par ces fournisseurs. Oui. Ce qui veut dire que, par exemple, si je fais appel à un service qui est basé sur NetApp, après, moi en tant que client, je suis capable de savoir combien AWS le vend, quel ESL, en faire du benchmarking de ce service-là sur différents acteurs et de le faire bouger en fonction de différents critères. La logique est pas à la base financière. L'idée c'est pas de faire du benchmarking mais la logique est vraiment si on prend tout ce qui est lié au ransomware, tout ce qu'on prend, si on prend tous les sujets vraiment importants liés à la sécurité. Vous connaissez la fameuse règle du 3-2-1, le fait d'avoir 3 copies sur 2 supports technologiques différents avec un site distant. Donc ça, c'est une règle que beaucoup d'entreprises appliquent et de plus en plus. On a vu depuis 2 ans un déferlement de ransomware, un déferlement de problématiques liées à la sécurité. Donc le sujet, on ne peut plus d'actualité. Donc ce qui contribue, je pense, énormément aux stratégies hybride cloud, multi-cloud qu'ont nos clients. Parce que effectivement, je mettais l'accent sur l'aspect financier, mais c'est pas tellement ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que vu d'assez loin, on pense que AWS, Google, ils fournissent tous à peu près la même chose. Or en fait, ils sont quand même un peu, même s'ils ont une offre très générale, ils sont un peu spécialisés en fonction de différentes services, je suppose. Ils ont des personnalités spécifiques, et donc faut jouer avec ces personnalités pour avoir une offre globale. C'est un peu ça. Oui, mais le choix est fait par nos clients. Ce qui est intéressant, c'est que nos clients ont totalement le choix. Donc un client qui va décider d'aller travailler avec AWS pour aller développer des applications chez AWS, ou bien un client qui pense que Google peut déporter complètement un data center, et c'est le choix que font nos clients avec les raisons qui leur sont propres, mais ça ne nous regarde pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on assure vraiment cette interopérabilité complète, cette neutralité, et on devient totalement agnostique finalement pour nos clients. Donc ils ont vraiment le choix. Et très souvent, nos clients qui ont des contrats, qui ont des stratégies multi-cloud, ont des contrats différents et ont la capacité de réconcilier ces contrats dans une seule console d'administration et de gérer tous ces environnements de façon simplifiée et centralisée. Et c'est vous qui êtes le garant de tout ça. Parce que imaginons par exemple que je signe plusieurs services, différents services NetApp sur 2 ou 3 fournisseurs de cloud, et puis j'ai un problème pour passer de l'un à l'autre. J'appelle qui? J'appelle AWS, j'appelle NetApp. Non. Alors si vous êtes client NetApp en direct, donc vous appelez NetApp si vous avez un sujet. Si vous êtes client Microsoft, vous appelez le support de Microsoft, puisque il est important de comprendre que ce sont des services vendus par Microsoft, supportés par Microsoft, et des services qui sont de la même façon vendus et supportés par Amazon ou Google. Donc les clients finalement ont leur contrat avec des SLA qui sont propres à leur contrat. Donc ce sont les contrats en fonction de la typologie du problème qui font foi. Mais les technologies qu'on met en œuvre aujourd'hui, vous savez qu'on fête nos 30 ans cette année, NetApp, on a été créé en 1992. Les technologies qu'on met en œuvre ont un niveau de maturité. Je pense que la réputation de notre société, de la qualité de ce qu'on fait n'est plus à faire. On a une expertise et on a atteint un niveau d'excellence qui fait que les stratégies hybride cloud fonctionnent très bien aujourd'hui. Je vous citais Carrefour. Je pense que fermer un data center en 4 mois et faire en sorte que sans interruption de service, parce que le sujet, c'est l'interruption de service, 0 interruption de service pour une migration complète d'un data center chez Google. Je crois que ça parle tout seul. Oui, vous avez mentionné le mot ransomware à 2 ou 3 reprises. Et effectivement, c'est un sujet de préoccupation majeure. Là. Le Césin et le Clusif ont fait leur rapport 2021. Là, et le ransomware tient une place très très importante. Et sur votre site, d'ailleurs, vous vous présentez comme un fournisseur de services pour lutter contre le ransomware. Je crois que ça vient tout en haut de la page de votre page d'accueil de votre site. En quoi vous finalement comment avec vos solutions à vous pouvez offrir des solutions qui permettent de lutter contre le ransomware?
Alors, il y a plusieurs niveaux de protection, toutes les protections classiques, antivirus, firewall, etc. Néanmoins, on sait très bien que... c'est pas vous, c'est des fournisseurs. On sait très bien que ces filtres peuvent être dépassés. Et au niveau du stockage, on a 3 dimensions. Une première dimension qui est vraiment d'analyser les comportements inhabituels. Donc on a des capacités de comprendre que des choses sont pas tout à fait normales. Donc ça, on est vraiment dans de la protection, de l'anticipation, de l'analyse et on est relativement fin. Lorsqu'on détecte une fraude, on a en parallèle des mécanismes qui sont des mécanismes de sécurité. Donc on prend des snapshots, donc des copies à un instant T des environnements de données. Certaines de ces copies peuvent être totalement encryptées et inaltérables. Donc vous avez la possibilité de réutiliser des copies qui n'ont pas été altérées. Lorsqu'une fraude est détectée, on peut reprendre une copie plus récente. Et ensuite, on a les capacités de restauration. Donc si vous avez, on imagine une société qui a 2 sites géographiques distincts avec une redondance sur l'un des sites. Un premier site est attaqué, on détecte des problématiques. Instantanément, on a tous les mécanismes d'identification, de verrouillage en fait de l'attaque et de reprise d'activité avec les dernières copies qui sont inaltérables. Donc on a toute cette logique et tous ces mécanismes qui permettent de gérer des attaques de ransomware, sachant que la chose fondamentale, c'est la donnée. Donc la donnée, il faut la protéger et il faut être capable de la restaurer. Et idéalement sans interruption de service pour les utilisateurs. Voilà. Donc on s'inscrit sur toute cette chaîne. Et alors, tous ces développements, c'est des développements spécifiques NetApp ? Oui, bien sûr. Oui, et que vous proposez à vos utilisateurs. Ce ne sont pas des fonctionnalités que vous proposez à des clients autres que NetApp, bien sûr. Ça fait partie de votre valeur ajoutée. Absolument. Et justement, vous parliez de l'A900. Dans l'A900, vous avez des améliorations au niveau de notre operating system, donc ONTAP, qui est en version 9, où vous avez des spécificités liées au ransomware. Vous avez la possibilité d'attacher vraiment certaines fonctionnalités supplémentaires par rapport à ce qu'on faisait initialement. Et je suppose qu'il y a de l'intelligence artificielle, parce qu'on n'a pas encore utilisé le mot valise, là, mais il y a de ça pour analyser tout oui, ça. bien sûr. Sur tout ce qui est comportement des environnements, on utilise des algorithmes et on a un petit peu l'expérience, on enrichit un petit peu donc on peut dire que c'est de l'IA. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. En tout cas, Guillaume Delantier, merci beaucoup. Merci à vous.